Une attaque russe sur la ville de Dnipro a fait au moins 5 morts et 53 blessés. Moscou continue son offensive à Tchassivyar et dans la région de Donetsk. Au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, Vladimir Poutine fait le tour de ses alliés et confirme des relations fortes avec la Chine. Malgré la visite de Viktor Orban à Kiev où il a appelé un cessez-le-feu avec la Russie, les relations diplomatiques restent tendues entre la Hongrie et l'Ukraine. Au moins 5 personnes ont été tuées, dont un enfant, et 53 blessés ce mercredi dans une attaque russe sur la ville de Dnipro, selon les autorités. Les frappes ont touché un centre commercial, une station-service et plusieurs véhicules. À quelques mètres de là, un incendie s'est déclaré près d'un centre hospitalier. Des débris ont volé jusqu'à l'unité de soins intensifs pour enfants, mais aucune victime n'a été signalée. Іменно в укритті почали молитися. Нам це дуже допомогло. Якщо чесно, да. Я не буду вже не працювати. Я вже не видержу морально. Дуже чутно було, дуже гучно, і воно прямо аж вуха заклало. Люди почали кричати в паніці, якісь там, не знаю, жінки, мамочки з дітьми. Le président Volodymyr Zelensky a condamné cette nouvelle attaque et réitéré son appel à ses alliés occidentaux pour obtenir de nouveaux systèmes de défense anti-aérienne ainsi que leur accord pour frapper la Russie plus en profondeur. Situé à une centaine de kilomètres à l'ouest de la ligne de front avec la Russie, Dnipro est régulièrement visé par des attaques aériennes russes. En janvier 2023, un missile avait touché un immeuble résidentiel de la ville, tuant 46 personnes. Moscou continue son offensive sur les villes proches de la ligne de front, à Tchassivyar et dans la région de Donetsk, dans l'espoir de faciliter une percée. Vladimir Poutine et Xi Jinping ont participé à une réunion de l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, ce mercredi à Astana, au Kazakhstan. C'est la seconde fois que les dirigeants russes et chinois se rencontrent en 2 mois. Alors que les deux pays sont en conflit ouvert avec l'Occident pour de multiples raisons, leur partenariat semble au beau fixe, comme l'a précisé Vladimir Poutine. Российско-китайские отношения, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия переживают наилучший период в своей истории. Они выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения суверенитета друг друга. Наше сотрудничество не направлено против кого бы то ни было. Мы не создаем никаких блоков и союзов. Мы просто действуем в интересах наших народов. Безусловно, будем... Le président Vladimir Poutine a tenu une série de réunions parallèles avec les dirigeants de certains des pays présents au sommet, dont le président turc Erdogan, qui a déclaré que les échanges commerciaux entre son pays et la Russie allaient augmenter à l'avenir. L'adhésion prévue du Bélarus portera à 10 le nombre de membres de l'Organisation de coopération de Shanghai fondée en 2001 et qui a récemment pris de l'essor pour contrer l'influence occidentale. Après la visite à Kiev de Viktor Orban, où le Premier ministre hongrois a appelé un cessez-le-feu avec la Russie, Volodymyr Zelensky s'est exprimé sur les relations entre l'Ukraine et la Hongrie. Загалом ми бачимо, що це вже зовсім інші відносини України і Угорщини, конкретні, і ми враховуємо взаємні інтереси. Le président ukrainien n'a pas réagi à cette proposition de cessez-le-feu. Les tensions entre Kiev et Budapest datent de bien avant ce conflit. Viktor Orban, dont la dernière visite en Ukraine remonte à 2012, accuse souvent Kiev de porter atteinte aux droits de la minorité hongroise dans le pays. Récemment, le dirigeant s'est démarqué par ses prises de position concernant le conflit en Ukraine. En début d'année, il a mis son veto à une enveloppe de 50 milliards d'euros pour Kiev. Il s'est aussi opposé à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et aux sanctions contre la Russie. De leur côté, les États-Unis ont positivement accueilli cette rencontre. The United States recognizes that Prime Minister Orban has traveled to Kyiv. We think that is a positive sign of progress, and we look forward to learning more about the discussions as they unfold. Au même moment, aux États-Unis avait lieu une rencontre entre le secrétaire d'État à la Défense et son homologue ukrainien.
Washington a ensuite annoncé une nouvelle aide de 2,1 milliards d'euros pour Kiev. Les États-Unis accueilleront un sommet de l'OTAN la semaine prochaine. Le soutien à l'Ukraine devrait figurer en tête de l'ordre du jour. Alors que les travaillistes sont pressentis pour entrer au gouvernement, les élections générales au Royaume-Uni pourraient sonner le glas de Rishi Sunak et du projet controversé des conservateurs visant à expulser les demandeurs d'asile vers le Rwanda. Jugé illégal par la Cour suprême du Royaume-Uni, le parti de Keir Starmer veut y mettre fin et utiliser l'argent qui lui est alloué pour renforcer la sécurité aux frontières et démanteler les réseaux de trafic de migrants. Mais cette organisation de défense des droits des migrants craint que les travaillistes n'explorent des accords similaires avec d'autres pays tiers. We're obviously supportive of the Rwanda plan being scrapped in its totality, but we are concerned that an alternative will be brought into place. So whereas Rwanda is still a concern and has been identified as still an unsafe country for many individuals, we are concerned that another country will be considered by Labour, and we know this because bilateral agreements are already taking place. So we have bilateral agreements between Bangladesh and the UK to deport individuals, and India. Ce demandeur d'asile afghan dont la famille a été persécutée par les talibans affirme que l'accord entre Londres et Kigali le mettrait en danger. Good left this Prime Minister tell every people, new people here coming, no stay. I don't have give the stay in the UK. Send back the Rwanda. This is not good for me. Rwanda, Afghanistan, same for me. Les arrivées irrégulières par la Manche ne représentent que 8 à 10% des arrivées de migrants au Royaume-Uni. Tout comme les conservateurs, les travaillistes se sont engagés à réduire les migrations en hausse depuis l'entrée en vigueur du Brexit en 2020. Mais les deux partis ont des approches différentes pour l'endiguer. So the Conservatives would look to restrict the supply of visas, and they would do this by putting an annual cap on work and family visa grants each year. For Labour, it's more about restricting the demand for visas. Opinion polls show that among Conservative voters, immigration is the #1 concern. Among Labour voters, it's not even in the top 5 priorities. But the Labour leader Keir Starmer has understood that this is a hot political issue, and he has vowed to cut migration numbers into the UK. But with the country facing labour shortages in key sectors like healthcare, immigration is also part of the puzzle when it comes to restoring an economy that recently came out of a short-lived recession. Marit Gwynn for Euronews in central London. C'est une nomination scrutée de près par Moscou et Kiev. L'Église orthodoxe bulgare a élu à sa tête Danaïl, une figure controversée au sein du clergé, connue pour ses positions en faveur du Kremlin. Danaïl succède au charismatique néophyte, mort en mars dernier après avoir officié pendant plus de 10 ans en Bulgarie et qui avait demandé l'arrêt de la guerre en Ukraine. Le nouveau patriarche a quant à lui repris plusieurs fois les thèses du Kremlin sur l'invasion qui aurait été notamment provoquée par l'Ukraine elle-même et ses alliés occidentaux en 2014. L'Église orthodoxe bulgare, qui a toujours existé dans l'ombre du grand frère russe, se range donc de son côté dans la guerre des mots qui l'oppose au patriarche de Constantinople Bartholomé qui lui dénonce l'invasion. Той ще се опита да възстанови мястото и така достоинството на българската патриаршия именно като посредник между Вселенския и Руския патриарх. Да работи добре, както до сега църквата била добре, така да продължи да обединява църквата, да обединява хората. Cette nomination fait débat au sein de la communauté orthodoxe bulgare et reflète les divisions au sein de la société depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a plus de 2 ans. L'Église orthodoxe bulgare fédère plus de 2 tiers de la population. Depuis la fin du communisme qui imposait l'athéisme, beaucoup de Bulgares se sont en effet tournés vers la religion. 58% se déclarent croyants selon de récentes études. Tous les feux sont au vert pour l'entrée au capital de la Lufthansa dans la compagnie ITA Airways, ex-Alitalia. La Commission européenne a donné son accord ce mercredi.
Pour 325 millions d'euros, Lufthansa peut acheter 41% de la compagnie aérienne italienne, mais seulement sous certaines conditions de concurrence, notamment sur des vols entre l'Italie et d'autres pays européens. Après de nombreux retards, la fusion est une étape positive pour le gouvernement de Giorgia Meloni qui cherche à protéger les caisses de l'État en privatisant un certain nombre d'entreprises publiques. Écoutez Antonino Turicchi, le président de ITA Airways. Possiamo dire che la logica ha prevalso sui vari ostacoli e penso che con la logica questa operazione continuerà ad essere portata avanti e a concludersi ad essere un elemento di successo per, come viene detto, per l'Italia, per la Germania, per Lufthansa e per soprattutto i nostri passeggeri. Grazie. Le PDG de la Lufthansa, Carsten Spohr, s'est également félicité de cette décision. Il l'a définie comme, je cite, un signal clair en faveur d'un trafic aérien fort en Europe qui peut s'affirmer avec succès dans la concurrence mondiale. À noter que si les performances financières d'ITA s'améliorent, Lufthansa aura la possibilité de devenir propriétaire à part entière. Un discours tempéré par certains analystes qui soulignent que ITA Airways représentera un lourd fardeau pour la Lufthansa, malgré son accès au marché des prix, car la compagnie aérienne n'est pas rentable depuis des décennies et a perdu 14 milliards d'euros les 20 dernières années. Après quelques heures de charge, cet avion est prêt à décoller. Pendant 2 mois, l'aéroport de Maastricht aux Pays-Bas propose des vols internationaux à bord d'un avion électrique, et ce à destination de 2 villes, Liège en Belgique et Aix-la-Chapelle en Allemagne. Pour ces 2 trajets d'environ 50 km, il faudra débourser 120 €. Autre particularité due à la taille de l'appareil, seul un passager pourra prendre place aux côtés du pilote, et il faudra voyager léger car le poids total à bord ne devra pas dépasser 178 kg.